Bonsoir Xavier Titelman. Bonsoir Darius. Vous êtes l'homme qu'il faut pour les comprendre, pour les mesurer. Deux nouvelles principales, ce que dit le Pentagone sur jamais d'homme au sol, jamais d'instructeur. Et le président de la République, dans sa conférence de presse, il y a quelques minutes seulement, qui révèle en réalité une coalition est en cours de formation pour envoyer des instructeurs, notamment français, en Ukraine. Il a dit ne pas citer tous les noms de pays qui seraient déjà d'accord parce que c'est en train de se faire. Si ça se confirme, c'est une très grande nouvelle. Évidemment, ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Je l'ai déjà dit sur cette antenne, j'ai déjà croisé des instructeurs britanniques qui à l'époque ce n'était pas officiel mais ils étaient sur place, des instructeurs tireurs d'élite très loin du front, donc ils ne sont pas là pour se battre, et finalement qu'on l'officialise et qu'on en envoie plus, et la France j'en ai jamais entendu parler en tout cas, maintenant c'est quelque chose qui est attendu. On a quand même le Canada, les Pays-Bas, les pays baltes, la Pologne, la France qui sont prêts à le faire, maintenant c'est simplement une officialisation. Avec des hésitations tout à l'heure sur ce plateau, Catherine Gentil disait il y a sans doute eu une amicale pression des Américains parce que sont contre, d'ailleurs c'est ce que vient de dire Madame Singh, et par exemple les Polonais ont un peu varié sans doute parce qu'à Washington on leur a dit c'est comme ça. C'est pour ça que c'est important d'être souverain, d'être autonome, d'être capable d'avoir des décisions seul parce que c'est notre intérêt d'avoir une Ukraine qui est correctement soutenue, de les aider à monter en puissance. Donc quoi que disent les Américains, la France est souveraine, elle fait ses choix et on a des alliés qui sont avec nous. Et en tout cas, il y a une demande ukrainienne. C'est ce qu'on apprenait. Ça paraissait évident, mais c'est toujours plus évident une fois qu'on l'a dit. Tout à l'heure, Volodymyr Zelensky dit bien, à côté d'Emmanuel Macron, oui, nous voulons des instructeurs. Nous avons besoin d'instructeurs, notamment français. Bien sûr, ils ont besoin de monter en puissance sur le matériel qu'on leur fournit, sur les équipements français, mais également sur les technologies, sur les méthodes, sur le déminage, sur le médic de combat, c'est-à-dire soigner les hommes qui vont être blessés, sur la prise de tranchées, sur le combat d'infanterie. Tout ça, on est très très bon. Et finalement, monter au standard OTAN. Oui, il faut des instructeurs pour être capable de le faire. On leur fournit du matériel OTAN. La plupart des instructeurs ukrainiens sont finalement un historique et une formation soviétique pour une partie d'entre eux. Donc quand on y va, oui, il y aura des problèmes d'interprétation et de traduction, mais c'est exactement la même chose qu'on a fait en France quand les Ukrainiens sont venus se former ici. L'ampleur de ce qui est en train de se faire sur notre antenne à votre place, le général Yakovlev disait, attention, il faut être clair, des instructeurs, ce n'est pas que des instructeurs, ça veut dire de la protection, notamment aérienne. Il faut aider les instructeurs, il faut les protéger. Ça semble logique, mais alors pour le coup, il y a une telle capacité à se fondre dans la masse en Ukraine que je ne suis pas sûr que ce soit indispensable. Avoir quelques instructeurs, une dizaine d'instructeurs qui sont à côté d'un camp d'entraînement, qui vont aller ponctuellement aider à gérer une campagne, à gérer la coordination d'équipe, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de mettre en fait une grosse alarme qui ferait qu'il soit facilement identifiable. Oui, j'aimerais qu'on défende l'Ukraine en mettant par exemple des batteries de défense aérienne à Odessa, mais en mettre à côté d'un champ d'entraînement dans lequel finalement il y a une centaine d'Ukrainiens qui sont en train de s'entraîner, je pense que là par contre ça va attirer l'attention et c'est pas forcément pertinent. Le ton de la journée, alors là on a en tout cas une décision très concrète, mais le ton de la journée il était donné précédemment encore par Volodymyr Zelensky quand il fait cette comparaison, on est à l'Assemblée nationale, entre Adolf Hitler et Vladimir Poutine. Écoutez-le. Cette guerre peut-elle s'éteindre, se limitant aux lignes qui existent actuellement? Non, car il n'y a aucune ligne pour le mal. Tout comme il y a 80 ans, tout comme maintenant. Et si quelqu'un, tout seul, essaye de dessiner des lignes de partage provisoires, ça ne donnera qu'une pause avant une nouvelle guerre. De même qu'à l'époque, lorsque le mal déployait son agression contre ses voisins dans les années 30, Hitler a franchi ligne après ligne. Poutine fait de même. Xavier, d'abord sur le ton général, est-ce que vous prenez cette comparaison? On comprend bien qu'elle ne touche pas tous les aspects, mais que sur certains aspects, il y a un parallèle qu'on peut faire entre l'expansionnisme hitlérien et l'expansionnisme... L'impérialisme qui s'exprime par la souveraineté sur des territoires, sur des peuples, un peuple, les Slaves, un espace vital et un chef. On revient exactement à ce qu'on avait avec Hitler à l'époque. Donc oui, il y a une volonté expansionniste, il y a une volonté impérialiste, il y a une volonté génocidaire en faisant disparaître la culture, le peuple ukrainien, mais ça s'exprime aussi dans les autres pays. Le Kazakhstan demande la protection conjointe de l'OTAN et de la Chine. Les pays baltes savent qu'ils sont les prochains sur la liste parce que la Russie se prépare et que la Douma a préparé l'annulation de la reconnaissance de l'indépendance de ces États. Si on entre dans cette logique, est-ce que ça veut dire qu'il faut entrer en guerre? Parce que Hitler, on est entré en guerre contre Hitler. On ne disait pas, il est très méchant, mais on ne fait pas grand-chose, on attend. Non, on a la chance d'avoir... ils refusent l'Anschluss. Les Ukrainiens refusent l'Anschluss. Donc aujourd'hui, il faut permettre aux Ukrainiens de gagner, d'empêcher la Russie d'être victorieuse, de se prendre l'Ukraine et de continuer derrière. Il faut qu'on soutienne les Ukrainiens à la hauteur de l'enjeu. Parce que la certitude, c'est que si l'Ukraine perd demain, oui, on sera en guerre ouverte avec la Russie, parce qu'ils prendront par exemple les Pays-Bas, la Moldavie et d'autres.
Mais si on le pense vraiment, est-ce qu'on n'est pas en contradiction? Parce que si on pense vraiment que le danger est tel que l'était celui d'Hitler, il ne suffit pas simplement de résister sur le front du Donbass et de la Crimée. C'est plus que ça. Il faudrait les soutenir davantage. Ça veut dire frapper à l'intérieur de la Russie? Ça veut dire permettre aux Ukrainiens de se défendre à la hauteur. Il faut rétablir une symétrie. Quand les Russes se permettent de tirer 100 missiles dans la nuit, fournissons 100 missiles aux Ukrainiens. Pourquoi les Américains n'entrent-ils pas dans cette logique-là? On l'entendait tout à l'heure, Madame Singh, porte-parole du Pentagone, qui dit non, nous, on refusera toujours, par exemple, c'est ce que dit Joe Biden aussi hier encore, on refusera de frapper, par exemple, Moscou et Saint-Pétersbourg. Mais oui, alors on ne s'interdisait pas de frapper Berlin. Oui, mais à l'époque, on n'était pas sur le même rapport de force et on avait aussi une incapacité à viser correctement. Aujourd'hui, je suis totalement contre, et les Ukrainiens le font très bien, viser les infrastructures civiles dans lesquelles il n'y aurait rien d'autre. L'électricité, le carburant, la production, les raffineries, on tape sur la capacité russe à financer sa guerre sur le long terme. Les productions d'armement, les productions de munitions, les stocks de munitions, la logistique, tout ça, c'est logique de le taper. Mais taper Moscou pour le principe de taper Moscou et se venger, ça, c'est évidemment inacceptable et c'est normal que les Américains le refusent. À l'arrivée, est-ce qu'on négociera? Hier, dans l'intervention du président de la République, TF1 France 2, c'était très frappant d'entendre les deux aspects, se battre contre Poutine, et à la fin, il dit quand même qu'il y aura un moment de négociation. Il y aura un moment dans lequel on validera un cessez-le-feu sur des lignes qui seront bonnes ou mauvaises. J'arrive pas aujourd'hui tel que je vois les 2 prochaines années, la Russie va s'épuiser. Dans 1 an et demi, son fonds souverain est vide. Il y aura plus de blindés. On les voit à quelle vitesse il les vide. L'Ukraine, si elle est soutenue au rythme actuel, ça empêchera la Russie de progresser vraiment majoritairement. C'est-à-dire que dans 1 an et demi, on a un front qui globalement n'a pas énormément bougé, mais par contre, on n'a pas une Ukraine qui est capable d'avoir du matériel, une masse de manœuvre qui permet de récupérer ces territoires. Donc ma crainte, c'est qu'on continue à voir 2 pays s'effondrer, perdre des milliers d'hommes, et que dans 1 an et demi, finalement, on reste sur une ligne de front exactement comme la Corée du Nord et la Corée du Sud, et on s'imposera une paix sur une ligne qui satisfait personne. La nouvelle majeure, c'est ce qui concerne les mirages. Pour l'instant, il y a 2 nouvelles en réalité, en 2 jours, c'est-à-dire les instructeurs, on vient de l'entendre, et les mirages 2000-5. Parlons de cet avion, de ces possibilités. Là, on est vraiment au cœur de votre expertise. Voir la fiche d'identité, les images de ces avions. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier qui fait qu'ils pourront servir les Ukrainiens? Alors, c'est le Mirage de dernière génération, juste avant le Rafale. Le Mirage 2000, elle a été produit jusqu'au milieu des années 2000. Donc, c'est vraiment un avion qui est très très récent, avec des équipements, par exemple des radars qui ont une capacité de voir très très loin et des missiles qui peuvent tirer très au-delà de l'horizon. On parle de missiles qui vont à 60-80 km de portée. Le gros intérêt, c'est pas un avion qui va faire du bombardement, par exemple, mais dans un pays qui se fait bombarder jour après jour, eux, ils vont être capables d'intercepter les missiles de croisière russes, d'être capables d'intercepter les drones kamikazes, voire même d'intercepter des hélicoptères ou peut-être certains avions de chasse qui seraient mal protégés. Quelle quantité faudrait-il? Hier, sur notre antenne, on articulait le chiffre de 12, qui n'a pas été confirmé par le président de la République. Tout à l'heure, il disait, je ne veux pas, pour pas se dévoiler vis-à-vis de l'adversaire, mais enfin, ça peut être à double tranchant, c'est aussi parce qu'il n'y en a pas tant que ça en réalité. Alors, 12, c'est effectivement un minimum, parce qu'on en a toujours une moitié qui est en maintenance, en réparation, en révision après avoir fait un vol. Donc pour en avoir 6 opérationnels, il en faut une petite douzaine. Mais effectivement, si on pouvait en donner plus, ce serait pertinent. La vraie question, c'est d'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils viennent du parc national français, auquel cas, bah oui, on en a disponible, mais on en manque déjà aujourd'hui clairement de ces avions-là, et on pourrait en donner. Est-ce qu'on a les Mirage 2000C qui sont sortis du parc il y a 1 an qu'on aurait pu moderniser? Les Mirage 2005 sont des Mirage 2000C modernisés pour une partie d'entre eux, donc on peut le faire, on sait qu'on peut le faire. Ou est-ce que ça va être les Grecs et les Qataris qui vont nous revendre ces avions pour qu'on puisse les fournir à l'Ukraine? Quand on dit il y a des particularités de cet avion qui ont un sens politique, est-ce que c'est vrai que ce ne sont pas des avions qui peuvent bombarder le territoire russe? Oui, c'est un avion qui n'est pas fait pour le bombardement. Néanmoins, encore une fois, on ne sait pas quelle version va être fournie, mais il y a une version du Mirage 2005 qui est capable de larguer des missiles anti-navires qui s'appellent les Exocet. Donc est-ce que ce sera un avion de défense aérienne pour sauver des vies et peut-être ponctuellement être capable de détruire un bateau russe? Ça, aujourd'hui, on ne le sait pas. Mais oui, ce n'est pas un avion qui est fait pour le bombardement. Le F-16, par exemple, est capable de tout faire. C'est un avion multimission qui est d'ailleurs avec des missiles qui peuvent porter plus loin également en défense aérienne. Mais pour défendre le territoire au-dessus du territoire ukrainien, cet avion-là, il va sauver des vies. Effectivement, ce n'est pas un avion qui a une vocation très offensive. Est-ce que ça peut amener la nuance que c'est un avion qui est davantage fait pour protéger à l'intérieur de l'espace aérien de l'Ukraine que de s'aventurer à l'intérieur de la Russie? C'est ce que je crois très profondément. Et c'est pour ça que je militais et qu'on a fait des pétitions pour que ces avions soient enfin donnés. Parce que l'objectif, c'est encore une fois de sauver des vies. À défaut de donner des batteries de Patriot et de Mamba pour arrêter les missiles russes qui
fondent sur le pays et qui tuent des civils jour après jour, on peut leur fournir ces avions. Ces avions, ils vont 1500 km/h, ils vont très rapidement de l'autre côté pour intercepter les drones kamikazes qui volent même pas à 800 km/h. Donc c'est une sorte de défense aérienne ultra mobile, ultra efficace et qui peut aller jusqu'à l'autre bout du pays très rapidement. Donc expliquez-nous bien, ça veut dire quoi ? Il peut tirer sur un missile qui est en train d'arriver, par exemple sur Kharkiv. Il y a un missile de croisière russe qui va se balader dans le pays pendant parfois des dizaines et des dizaines de minutes. Lui, il décolle en 6 minutes et il va aller l'intercepter en tirant un missile air-air à 80 km de portée. Ça, c'est la première possibilité, parce qu'il y a des missiles qui vont beaucoup plus au sud, vers Lviv, etc. Là, il y a une aide française quand même très importante, parce que si on vous entend, ça veut dire, le président de la République disait il y a 6 mois de formation, je crois à peu près, Dans 6 mois, théoriquement, 6 mois c'est très long pour les Ukrainiens et c'est quand même plus court par rapport à des promesses qui n'ont pas été tenues par certains pays. En réalité, ils pourraient intercepter un missile là qui va vers Kharkiv. Un missile qui va vers Kharkiv, c'est possible, mais il faudrait que ce soit certains missiles de croisière. J'imagine plus que ce soit les missiles de croisière. Les bombes planantes, là on pourrait imaginer d'intercepter directement les avions. Les bombes planantes, effectivement, les Russes se mettent à 60 km de distance, la bombe va planer sur 60 km, et nous, si on est avec un Mirage 2000 en altitude, on peut taper à 80 km de distance. Mais le problème, c'est que l'avion, lui, il est fragile. Si l'avion russe est accompagné par un intercepteur, par exemple un Sukhoi 35 ou un Sukhoi 27, là, notre avion n'a pas une défense qui lui permet de se défendre tout seul. Donc c'est pour ça que je pense plus que ces appareils seraient contraints à rester sur le territoire ukrainien pour intercepter les vagues de missiles qui passent de beaucoup plus loin, et que ce serait plutôt le F-16 qui serait capable d'empêcher les bombes planantes qui tapent par exemple sur Kharkiv. Du point de vue ukrainien, est-ce qu'il y a toujours un manque ? On peut peut-être revoir la carte pour bien comprendre là où vous dites qu'il y a un progrès incontestable, mais les Ukrainiens disent qu'il y a certains projectiles qui ne viennent pas simplement de Koursk ou de Belgorod, mais qui viennent de très à l'intérieur de la Russie. Bien sûr, et les Russes ont des missiles qui font des milliers de kilomètres de distance avant d'arriver. Mais ces missiles de croisière, c'est exactement ceux-là que le Mirage 2005 sera capable d'intercepter. Ceux qu'on n'est pas capable d'intercepter et qu'il faut être capable de détruire dès le sol leur lancement, c'est plutôt les missiles balistiques qui arrivent à 4000 km/h, très difficiles à intercepter. Mais les missiles de croisière qui sont tirés de plusieurs centaines de kilomètres de l'intérieur de la Russie, eux par contre ils sont interceptables parce que c'est des missiles, quand on vole, quand on est en avion, les radars portent mieux vers le sol que quand on est vers le sol, on les voit arriver au dernier moment. Donc on les voit de haut et on les intercepte. Quand les Ukrainiens disent on a besoin de pouvoir bombarder très à l'intérieur parfois du territoire russe, c'est vrai. C'est une certitude militairement. On ne sait pas intercepter ces missiles, sauf à avoir des batteries de Patriot ou de Mamba, et ils en ont qu'une poignée. Donc il faut être capable d'empêcher le tir de ces missiles balistiques. Et ces missiles balistiques, c'est avec des attaques MS, c'est avec des missiles de croisière français. Malgré tout ça, les réserves américaines, on l'entendait encore dans la porte-parole du Pentagone, non aux instructeurs au sol, en tout cas pour eux. Et on va entendre plus tard dans l'émission même l'OTAN, par la voix de M. Bauer, le président du Conseil de l'OTAN, qui dit on n'a pas envie d'instructeurs parce que ça engagerait toute l'OTAN. Une déclaration un peu ambiguë. La menace de Poutine semble jouer sur ces esprits-là. Écoutez Vladimir Poutine qui en remet sur le thème notre doctrine nucléaire pour échanger. Utiliser des armes nucléaires, ne pas utiliser dans quelles circonstances. Nous avons une doctrine nucléaire. Tout y est écrit. Lors de mes entretiens avec les responsables des agences d'information, j'en ai parlé. Tout y est écrit. L'utilisation d'armes nucléaires est possible en cas de menace exceptionnelle pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays, dans des cas exceptionnels. Je ne pense pas qu'un tel cas se présente actuellement, et il n'y a pas lieu de le faire. Mais cette doctrine est un instrument vivant, et nous suivons de près ce qui se passe dans le monde et autour de nous. Nous n'excluons pas d'apporter des modifications à cette doctrine. Alors voilà les paroles. J'aimerais vous entendre aussi sur les actes, puisque ce sont ces manœuvres évidemment qui rappellent 1962 et la grande crise des missiles de Cuba. La Russie envisage d'envoyer des navires de combat dans la région de Cuba. On parle d'exercices navals qui comprendront diverses escales à Cuba, des escales au Venezuela. Les forces armées révolutionnaires confirment la présence d'un certain nombre de ces navires. Un sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire, le Kazan. Il précise bien qu'il n'y aura pas d'armes nucléaires dans ces navires. Bon. Mais évidemment, ça rappelle la grande menace de 62 et cette façon de dire faussement, de façon symétrique, dit la propagande russe, on fait ce que les Américains font près de nous. Mais à la limite, ça, c'est
presque un exercice pour montrer la puissance, pour montrer sa capacité à se projeter, montrer qu'ils ont encore quelques alliés quand même dans le monde. Il y en a 6 qui votent encore pour eux à l'ONU, donc autant les choyer et montrer qu'ils existent. Mais ça objectivement, c'est pas une menace. La menace, 62, la crise des missiles de Cuba, c'était parce qu'il y avait des armes nucléaires qui allaient être installées à Cuba. Aujourd'hui, il ne faut surtout pas que la Russie fasse avancer ses armes nucléaires, par exemple en Biélorussie, ou qu'elle en mette à Cuba. L'Europe, l'OTAN, les missiles, les bombes atomiques américaines sont toujours en Allemagne de l'Ouest. Elles n'ont pas le droit de passer la frontière. Elles sont toujours seulement en Turquie. Elles ne progressent pas vers la Pologne, même si ces pays, aujourd'hui, ils souhaiteraient l'avoir. Donc là, faire des exercices, faire des démonstrations de force, envoyer même des sous-marins d'attaque, qu'ils soient nucléaires ou conventionnels, finalement, c'est presque de la bonne guerre. Et si les Russes pouvaient se limiter à ça, ça poserait pas réellement de problème. Oui, effectivement, nous aussi, on fait des exercices. Et oui, ils aiment bien porter le fer proche des Américains. Mais ça, c'est quand même de la com. La crainte des Américains au sujet du nucléaire. On parlait tout à l'heure. Blinken lui-même qui dit oui, à l'automne 2022, on a craint que la Russie emploie le nucléaire tactique en Ukraine. Et heureusement que les Chinois ont retenu leurs mains. Encore une fois, parce qu'à cette règle, un pays non nucléaire ne peut pas se faire attaquer par un pays nucléaire. C'est grâce à ça que les Américains ont demandé à Taïwan d'arrêter leur programme nucléaire dans les années 70. Et le fait que la Russie utilise l'arme nucléaire en Ukraine, ça permettrait à Taïwan d'avoir de nouveau l'arme nucléaire. Et c'est pour ça que la Chine a empêché la Russie de le faire, parce qu'ils ne veulent pas d'un nucléaire, d'un Taïwan nucléarisé. Donc aujourd'hui, j'imagine pas que les Russes se mettent en position de se fâcher avec les Chinois. Donc aujourd'hui, on continue à en parler, ils continuent à agiter cette menace. D'ailleurs, encore une fois, équilibrons. À chaque fois qu'ils parlent de nucléaire, donnons 100 000 obus à l'Ukraine. Je suis sûr qu'ils vont arrêter d'en parler. Mais en attendant, c'est une menace. Je ne vois pas de quelle manière ils la mettront en œuvre. Je ne vois pas de quelle manière ils accepteraient de se fâcher avec les Chinois. La France est particulièrement dans le collimateur de Moscou. On va entendre plus tard d'autres déclarations de Vladimir Poutine, de Peskov, son porte-parole. Là, la concrétisation de ça, c'est le sort qui est fait au chercheur français, Laurent Vinatier, qui a été arrêté dans les circonstances qu'on connaît maintenant. En réalité, c'est une sorte d'otage. Il a été arrêté par les Russes. Peut-être que c'était vraiment un espion, j'en sais rien. Mais... Sous prétexte d'espionnage. Enfin, bon, l'avenir dira, mais la Russie a déjà fait, notamment avec les Américains, ce genre d'opération où, de fait, on prend une sorte d'otage. Avec la fameuse basketteuse qui avait un peu de cannabis dans sa vapoteuse. Mais finalement, c'est une réponse aussi au fait que nous, pour le coup, réellement, il y a un agent russe qui était en train de préparer une bombe dans la chambre d'hôtel à côté de Roissy. Il s'est explosé, les pompiers l'ont vu, la sécurité territoriale a dit finalement c'est un agent russe, on a les preuves, on a tous les éléments. Donc les Russes prennent également un otage de leur côté, certainement pour faire un échange dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais après, il faut savoir si cet homme était réellement un espion. Ce serait dramatique qu'ils prennent n'importe quel Français qui passe par là pour faire des échanges avec des espions authentiques qui préparaient un acte terroriste sur le territoire national. Comment est-ce que vous expliquez le côté parfois pied nickelé ? Il y a eu l'affaire de la Tour Eiffel, avec les cercueils et les types qui avaient touché, on ne sait pas très bien, quelques dizaines ou quelques centaines d'euros. Il y a eu 2 versions. Enfin bon. Écoutez cette haute sonore, il faut vraiment l'écouter avec toute la prudence et bien préciser que c'est un enregistrement de propagande, mais c'est ce faux français, vous avez vu la séquence déjà, qui est prétendument arrêté dans la forêt, qui a un accent à couper au couteau. Voilà. Je ne sais pas si vous imitez bien l'accent, mais écoutez la séquence parce que c'est très troublant de voir que la Russie, qui est quand même un grand pays, c'est le plus grand pays du monde par loin, et des moyens aussi primitifs. Ils n'ont pas Hollywood. Dans une propagande de ce genre-là. Hey man, вылезай! Выкидывай оружие нахуй! Вылезай! Вылезай, блядь! Ne tirez pas! Вылезай, блядь! Еще нахуй! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Voilà. C'est vrai que l'accent est un peu acteur studio. Et après, il y a la radio qui parle aussi en français avec un accent improbable, quoi. En plus, les tenues sont pas françaises, l'armement n'est pas français, le casque n'est pas celui qu'on aurait. Si on déployait des soldats français sur place, ils seraient pas habillés comme ça. Et s'il avait, effectivement, c'est un slave, là, en l'occurrence, un accent slave fort, il parlerait en russe à un russe, si c'était par exemple un membre de la Légion étrangère. Et est-ce que c'est rassurant ou est-ce que c'est inquiétant par la distance mentale ? C'est à quelques heures d'avion de Paris, mais la distance mentale, en fait, est colossale. On croyait que ça avait tellement changé depuis la chute du mur de Berlin, mais on est très loin. Mais alors ça, c'est une vraie erreur de ma part.
mais à culpa, je ne pensais pas que les Russes accepteraient de perdre 500 000 hommes par an pour ça, pour un champ de ruines qu'ils sont en train de raser. Mais vous mettez le doigt, si je peux me permettre, même dans les chancelleries, ce que vous venez de dire là est très révélateur, parce que même dans les chancelleries, on entend ça souvent off, oui, on s'est trompé, on connaissait mal cette Russie-là, on l'a sous-estimée aussi. On pensait que les Russes s'étaient orientés sur une voie plus démocratique, qu'ils n'accepteraient pas des pertes comme dans la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, ils sont capables de perdre 1000 hommes par jour et de continuer à ce rythme-là. Les 500 000 pertes, c'est les chiffres russes. C'est le budget russe pour les blessés, les invalides de guerre, etc. Même chose pour les Chinois. Il y a eu des milliers de reportages où on disait « Regardez, la classe moyenne, c'est génial, petit à petit, ça va se démocratiser, ça ira bien, vous allez voir, ils vont adorer les Starbucks et compagnie. » Non, en réalité, ça reste des régimes de fer. Et oui, mais ce qui est quand même étonnant, c'est qu'une propagande de si bas niveau puisse quand même fonctionner sur la population. C'est pas à destination. Nous, on voit ça, c'est désespérant, on en rit. Les Russes, certainement que ça les touche et qui croient réellement que les soldats français sont engagés sur le territoire. Et du coup, on est légitimement une cible de leur point de vue. Et on le voit dans toute la propagande avec les émissions de télé également, où ils nous ciblent nucléairement. On en rit et on le craint en même temps. Parce qu'il y a deux camps qui se forment ce soir, effectivement. La France, la Lituanie, la Pologne avec les réserves qu'on faisait, le Canada et quelques pays qui sont très offensifs, et ceux qui, au contraire, freinent. L'Italie, par exemple. L'Italie qui considère que l'attitude française est risquée, trop risquée. Monsieur Tajani, ministre des Affaires étrangères de l'Italie, nous n'enverrons pas de soldats en Ukraine et nous n'enverrons pas d'armes sur le territoire russe. La position d'Emmanuel Macron n'est pas celle de l'Italie. Nous ne devons suivre personne. Il faut éviter l'escalade. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Alors, ça serait trop long de les citer, mais il y a évidemment la Hongrie qui, elle, est très proche de Moscou. Bon. Ils seraient prêts à armer Moscou. L'Europe est très divisée. Mais évidemment, mais après, chacun est libre aussi de son interprétation. C'est pour ça que c'est intéressant d'être des pays souverains qui ne sont pas tous engagés, par exemple, sous la coupe américaine. Les Italiens considèrent qu'ils ne veulent pas de guerre, mais on est en train d'éviter une guerre, on est en train d'éviter une escalade. C'est bien parce qu'on soutient l'Ukraine et qu'on lui permet de gagner cette guerre et de ne pas s'effondrer qu'on évite une guerre réelle derrière. Donc fournir du matériel à un pays agressé, ce sera jamais une escalade. Fournir des instructeurs tels que les Russes l'ont fait au Vietnam ou ailleurs, même ils avaient des pilotes de chasse dans leurs avions de chasse et on n'a jamais considéré qu'ils étaient en guerre. On va voir dans quelques secondes un documentaire qui est vraiment exceptionnel et je recommande très vivement à ceux qui ne l'auraient pas encore vu, même ceux qui l'ont vu, de le revoir parce que c'est d'idées 100 jours pour la liberté. C'est vraiment un très grand documentaire qui souvent serre le cœur sur ce qui s'est passé, le sacrifice de temps de résistants français, les Anglais, les Canadiens, mais d'abord les Américains. En 1944, comme aujourd'hui, ce sont quand même eux qui donnent le là. Alors, humainement, il y avait aussi beaucoup de Britanniques et puis les Français qui étaient présents sur le terrain, mais matériellement, ils ont fourni des dizaines de milliers d'avions, de chars, même aux Soviétiques, qui ont tendance à l'oublier d'ailleurs, qui n'auraient pas tenu s'ils n'avaient pas été armés par les Américains. Ils avaient le matériel, ils ont la richesse, et aujourd'hui, on est exactement dans la même situation. La clarté aussi. Les Européens sont si divisés. Je crois qu'il n'y a pas deux pays européens qui ont la même opinion sur la guerre. C'est quand même incroyable. 27 pays, ça fait comme mauvais genre. Les Américains, évidemment, une puissance, une armée. Oui, c'est beaucoup plus simple de leur point de vue, mais s'ils pouvaient prendre des décisions franches et fermes, permettre à l'Ukraine d'avoir une perspective stratégique dans laquelle elle gagnerait, ce qui ferait que la Russie arrêterait. Si aujourd'hui les Américains ils disent on donne 1000 chars par an, ce qu'ils peuvent faire, on donne 200 avions de chasse par an plutôt que de laisser la Belgique en donner 5 et la France en donner 12, il y aurait une perspective qui fait que la Russie sait qu'elle ne peut pas gagner et elle arrêterait cette guerre. On gagnerait la paix à armer mieux l'Ukraine. Ce documentaire d'exception, d'idées, 100 jours pour la liberté, c'est maintenant.